événement. Donc ce matin, je rappelle un petit peu le programme avant de démarrer. Nous avons la rencontre qui a lieu là, qui va démarrer. Et derrière, plein de stands de sensibilisation, de dépistage, voilà, de découverte, d'informations, de partage, d'échanges auront lieu. Donc tout est disponible sur le programme. N'hésitez pas à vraiment le regarder. Et la Maison des Femmes continue aussi toute la semaine prochaine d'un programme dédié cette fois qui aura lieu dans les locaux de la Maison des Femmes, qui est aussi disponible dans notre programme. N'hésitez vraiment pas à le consulter, hein. Il y a des choses très intéressantes qui vont avoir lieu sur toute une semaine. Je remercie, pour démarrer, je vais vous présenter un petit peu nos intervenantes qui ont eu vraiment la très grande gentillesse de venir aujourd'hui avec nous pour échanger, pour partager, pour nous faire part de leurs constats, de leur expérience, ainsi de suite. Donc merci Elvire Duvel-Charles d'être là avec nous. Vous êtes journaliste, réalisatrice, activiste, autrice donc du livre Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine, qui est aussi co-autrice donc, avec Sarah Constantin de Clit Révolution, le manuel d'activistes féministes. Vous êtes aussi bien sûr la créatrice du compte Instagram Clit Révolution et d'une petite série du même nom disponible sur YouTube, hein, que je vous invite à aller consulter si vous ne la connaissez pas. Je remercie donc aussi Lorraine Descartes d'être avec nous. Donc vous avez été l'une des premières journalistes à écrire sur les féminicides, en l'occurrence. Vous avez collaboré notamment avec Mediapart, l'Obs, Libération. Et donc vous êtes aussi l'autrice du livre Nos absentes à l'origine des féminicides, donc qui est un récit qui nous emmène en fait à la rencontre des survivantes, des familles endeuillées, mais aussi auprès des auteurs des actes. Donc vous êtes aussi membre du collectif des journalistes indépendantes, les Journalopes. Voilà, donc pareil, vous êtes voilà, avec Elvire aussi. Donc je vous invite, n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux pour voir un petit peu l'étendue de leur travail. Et nous accueillons aussi donc Claes Dan, qui est assistante sociale à la Maison des Femmes. J'ai fait tomber le téléphone. On va commencer par les questions. Merci Alexandra de m'avoir passé la parole. Donc lorsqu'on évoque les violences conjugales, ce sont souvent les violences physiques qui sont mises en avant. Pourquoi donc ne parle-t-on pas autant des violences, d'autres formes de violences, comme les violences économiques, l'isolement, les violences stratégiques? C'est-à-dire, où commencent les violences pour vous? Peut-être qu'on peut d'abord te laisser commencer, à part si jamais tu veux que je démarre, si c'est trop, mais c'est peut-être à toi de commencer. C'est bien. Alors effectivement, je pense que ce qui est évident, en tout cas pour le commun des mortels, ça va être les violences physiques, parce que c'est ce qu'on voit, en fait, tout simplement. Quand on voit un cocard, quand on voit... voilà, ça se voit, tout simplement. Donc la violence physique, évidemment, c'est la première qu'on va observer. Après, ce qui est bien, c'est que sur ces dernières années, on a beaucoup évolué aussi sur la question des violences. Aujourd'hui, on sait que la violence, elle s'exprime de plein de façons, et notamment la violence psychologique qui est quand même assez difficile à détecter et malheureusement à prouver, tout simplement. Le fait voilà, de la violence administrative aussi, dont on ne parle pas suffisamment à mon goût. Le fait simplement pour une femme, par exemple, de ne pas avoir accès à ses papiers parce que c'est son conjoint. Alors pardon, je dis une femme parce qu'aujourd'hui on est sur la journée spécifiquement de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, la violence administrative, les pressions, les violences, les viols aussi, dont on parle de plus en plus, voilà, au sein d'un couple. C'est très important. Donc oui, on parle de violences physiques d'abord parce que c'est ce qu'on voit. Parce que c'est ce qu'on voit, il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, tout l'intérêt de notre présence aussi, c'est de sensibiliser sur les autres formes de violence. Parce qu'au sein de notre structure, parfois, il y a des femmes qui viennent et qui me disent « Je ne sais pas si j'ai le droit d'être là, parce qu'il ne m'a pas frappée, mais c'est vrai qu'il me rabaisse, c'est vrai qu'il m'humilie, c'est vrai que... » Et je lui dis « Mais madame, vous êtes au bon endroit. » Elles-mêmes, elles n'ont pas conscience que finalement, les violences, c'est pas uniquement le fait d'être frappé par son conjoint. C'est beaucoup d'autres choses. C'est le fait qu'il décide pour elle, à sa place. C'est le fait qu'elle n'ait pas accès à l'argent. C'est le fait qu'elle puisse pas disposer voilà, de la voiture. C'est le fait qu'elle puisse pas... Il y a beaucoup de choses en fait. Et tout notre travail, ça va être aussi d'accompagner sur ça et de sensibiliser sur ça. Je rebondirais en disant que c'est vrai que cette question-là des violences physiques, moi je suis de 88 et je me souviens qu'en effet quand j'étais adolescente, les campagnes de prévention contre les violences c'était souvent
des représentations de femmes avec des bleus dans un coin. Et c'est vrai que du coup, forcément, on ne s'y reconnaît pas, puisque de fait, quand on est victime de violence, ça commence bien avant. Je pense que Lorraine pourra mieux le décortiquer, mais ça commence bien avant, et il y a le phénomène d'emprise, et du coup, c'est vrai qu'il y avait cette idée-là qui revenait souvent, qui revient encore maintenant, mais moins, du coup, pourquoi est-ce qu'elle ne part pas et en fait, elle ne part pas parce que les violences psychologiques ont commencé bien avant et que l'emprise, elle commence bien avant. Et je trouve qu'il y a cette association qui s'appelle En Avant Toutes, qui fait très bien ce travail-là de prévention, notamment auprès des jeunes, de bien expliquer qu'en fait, ça commence avant. Et elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont adopté sur les réseaux sociaux tous les codes un peu de TikTok, des trends qu'il peut y avoir, pour alerter sur des signaux, par exemple, s'il regarde dans ton téléphone sans te dire, s'il fait ceci, s'il fait cela, s'il te reproche d'être trop avec tes amis, et elles ont un chat qui s'appelle commentsem.fr et qui a eu cette très bonne idée de justement pas se définir comme un chat d'écoute des personnes victimes de violences, mais plus comme un endroit où on peut parler de ces problèmes de couple ou de ces problèmes d'amitié ou de famille toxique. Et en fait, ça leur permet de détecter les violences et justement d'arriver au bon moment, c'est-à-dire le moment où l'emprise commence, qui est bien avant le premier coup. Et je pense que c'est important de faire ce shift opératoire dans nos esprits et de bien se rendre compte que les violences ne sont généralement pas visibles et que la plupart je pense que Lorraine, tu pourras le confirmer, des victimes de violences disent que la partie psychologique était pire en fait que la partie physique. Enfin, c'est la partie psychologique qui reste, c'est pas c'est moins les violences physiques. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire, j'adhère totalement. En fait, à force de travailler sur les violences, je parle de violences conjugales parce que c'est le terme auquel on se réfère tous en France et qu'il faut bien qu'on parle avec les mêmes mots, les mêmes expressions, ou en tout cas sur un point de départ. Mais en fait, moi je pense que c'est surtout du contrôle en fait, conjugal qui s'opère, perpétré par les hommes sur les femmes. En fait, à partir du moment où on parle de contrôle, on comprend en fait que ce qu'on appelle violence, en fait, c'est multidimensionnel. C'est important de dire en fait qu'une victime de violence conjugale parfois n'est jamais battue physiquement. Il y a vraiment en fait une image d'Épinal qui persiste encore dans les esprits de la victime de violence conjugale, qui s'explique par plusieurs raisons. Déjà en fait il faut se rappeler que c'est très très récent qu'il y ait une politisation de ces violences dans la société. Le premier foyer pour femmes victimes de violences conjugales, il date des années 70 à Londres. J'ai fait une rencontre dans mon livre avec la fondatrice de ce foyer. C'est incroyable en fait de se dire que c'est en 60, j'ai plus la date de mémoire, mais 60, début des années 70, qu'il y a ce mouvement qui a émergé. Maintenant, ça nous paraît presque acquis d'avoir des espaces de refuge, notamment comme la Maison des Femmes, même si on sait qu'il n'y en a pas assez, etc. Mais en fait, il y a tellement de choses qui ont changé ces 50 dernières années, et aussi dans la législation, pareil en fait dans les pays, y compris la France, qui a commencé à être pénalisée, c'est les violences physiques et les violences physiques au sein du couple marié. Et au fur et à mesure, en fait, la législation s'est affinée pour en fait mieux correspondre à la réalité, c'est-à-dire d'englober par exemple les relations entre ex-conjoints, puisqu'en fait on sait que très souvent l'un des moments les plus à risque pour le déclenchement des violences, y compris le passage à l'acte féminicidaire, c'est le contexte de séparation. Et pour en revenir à la question violence physique, violence invisible, il faut vraiment, en fait, je pense, ne plus hiérarchiser, en fait, et se dire, c'est un truc, en fait, on est tous dans ces réflexes, mais il faut vraiment lutter contre, de se dire, de se rassurer quand on rencontre dans nos cercles intimes quelqu'un qui nous fait part de violence, et de se dire, il n'a pas encore commencé à lever la main sur elle, ça va, c'est pas encore grave. En fait, ça veut rien dire. Il y a une partie non négligeable en fait des victimes de féminicide qui a priori n'auraient jamais subi des violences physiques, même si elles sont plus là pour parler. On sait très bien que pousser quelqu'un c'est aussi une forme de violence physique. En tout cas, c'était pas les femmes battues telles qu'on les entend, entre guillemets évidemment, femmes battues. Et aussi dans les témoignages, et c'est exactement ce que vous avez dit,
et Elvire aussi, en fait, il y a des femmes qui sont détruites psychologiquement, et je pense que même quand on parle de victimes de féminicide ou victimes de la mécanique féminicidaire, il faut aussi inclure en fait des femmes qui continuent à vivre mais qui sont détruites. Je rebondis juste avec une recommandation culturelle d'une série qui montre très bien, je trouve, et de manière très juste, contrairement à la plupart de ce des films et des séries qu'on a pu voir sur ces questions-là, qui s'appelle Made, qui est sur Netflix, Made, M-A-I-D, et qui est extrêmement intéressante parce que justement la personnage principale, ce n'est pas un spoil car ça arrive dans les 3 premières minutes, quitte son mari ou son mec violent qui est père de son enfant, et donc elle part avec l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la série, alors d'une part, on comprend que les violences physiques n'ont jamais été sur elle, c'est-à-dire en fait, il peut taper des choses, etc., mais c'est des violences psychologiques qui, je sais plus si c'est au Canada ou aux États-Unis, en tout cas, sont reconnues comme des violences conjugales déjà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la question de l'agresseur, c'est-à-dire souvent on fait un portrait des auteurs de violences comme des personnes vraiment horribles et méchantes et qui font peur, alors que ce qui est intéressant, c'est que dans cette série-là, il y a un moment où nous-mêmes on a envie qu'elle se remette avec son mec parce qu'il est sympa et qu'il vrille à certains moments quand il boit, mais qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Et je trouve que c'est rare qu'on nous montre aussi des auteurs de violence qui attirent l'empathie et la sympathie, puisqu'en fait, de fait, si c'était des personnes horribles de A à Z, on ne se mettrait pas avec elles dès le départ. Et je trouve que ça, c'est une belle série à montrer pour essayer de faire comprendre ça, que ça soit aux jeunes, à ses amis, à son entourage. Donc voilà, je vous recommande fort cette série. Et je vous recommande aussi la formation de Nous Toutes, que vous pouvez trouver gratuitement sur leur site noustoutes.org, j'imagine, qui s'appelle comment accueillir la parole de victimes ou de femmes victimes, qui est en fait bien plus qu'une formation pour accueillir la parole des femmes, mais aussi une formation qui explique justement les différents stades de violence et les différentes étapes, disons, de la violence, et où est-ce que ça commence et comment est-ce qu'on peut la détecter dès le départ. Et c'est extrêmement intéressant aussi parce qu'elle donne des outils très concrets sur comment est-ce qu'on peut agir dans le monde de l'entreprise, enfin au-delà de, c'est pas juste une question de violence sexuelle ou conjugale, c'est vraiment les violences de manière générale, et du coup voilà, allez la faire, elle est super. J'ai tout bien noté, je vais vous mettre les références sur les réseaux sociaux après, quand on aura publié la vidéo. Vous avez parlé, Lorraine, de contrôle conjugal en parlant de violence conjugale. Donc en 2016, 123 femmes ont été tuées par des hommes qui, trop souvent, n'avaient pas supporté le contexte de la rupture ou de la séparation, comme vous l'avez dit. Donc le fait qu'une femme soit en capacité de décider d'une rupture, de mettre fin à une relation, est-ce que c'est ce qui déclenche ce jeu d'ego de la part de l'homme et donc pousse au crime, à votre avis? Ouais. Alors j'ai utilisé cette expression de ne pas supporter, mais en fait j'ai rencontré une sémiologue dans le cadre de mes interviews qui s'appelle Giuseppina Sapio et qui est à l'université de Saint-Denis et qui analyse le langage des médias et qui me disait pourquoi d'après elle l'expression n'a pas supporté pouvait véhiculer l'idée que les hommes étaient en incapacité de se contrôler. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant comme réflexion en fait, et c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est que ils décident de ne pas le supporter, ou ils ne sont pas en mesure pour certaines raisons, mais par exemple, le propre de ces violences, c'est que ça cible beaucoup les femmes dans les contextes intrafamiliaux et conjugaux, mais par exemple, quelqu'un qui est en faillite financière, il va pas forcément, il n'y a pas une vague on est en crise économique, il n'y a pas une vague d'agression contre les banquiers et les banquières. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue et il y a une autorisation, je pense, qui est permise par la société du fait qu'on se dise que c'est l'espace intime, l'espace familial, et que, en fait, dès qu'on labellise quelque chose comme intime ou familial, c'est en quelque sorte dépolitisé. Et je ne vais pas rappeler l'historique de la loi, mais dans le code napoléonien, on a quand même tout ce bagage, cet héritage, où en fait, c'était pas un problème de perpétrer un crime, et il y avait des circonstances atténuantes, par exemple l'infidélité, etc. Et donc la question c'était sur les hommes auteurs de violences.
Oui. Alors, est-ce que c'est ce qui justifie le fait qu'il bascule vers cette violence, parce que on associe un peu trop la rupture à la tristesse, manger de la glace pour la femme, et donc à la violence pour l'homme. Peut-être que les mecs devraient manger plus de glace. Voilà. En tout cas, c'est un contexte du passage à l'acte qui est très récurrent dans le contexte de séparation, où en fait le conjoint agresseur refuse l'idée de la séparation et fait payer. Très souvent d'ailleurs littéralement, parce que il y a aussi là en ce moment je fais une autre immersion, il y a des histoires de femmes qui attendent la liquidation patrimoniale depuis 10 ans. Enfin, c'est aussi ça la violence, hein, c'est avoir l'âge de la retraite et de pas pouvoir profiter en fait de tout ce qu'on a, de ce pourquoi on a travaillé toute sa vie. Mais donc le contexte de séparation est très fréquent, ou alors une sorte d'émancipation qui s'effectue au sein du couple quand la victime commence parfois à se rebeller et à reconquérir sa liberté. Et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que trop souvent les victimes de féminicide, elles ont été tuées quand elles étaient vraiment dans un parcours émancipatoire. Par exemple, je peux citer l'exemple de Géraldine Soyer, c'est la dame avec laquelle j'ouvre le livre, qui avait décidé de se séparer de son conjoint agresseur, et ça est arrivé à un moment où elle avait retrouvé un travail, d'ailleurs dans une médiathèque municipale, dans son village dans la Marne, et du coup ça veut dire bulletin de salaire, et elle avait la possibilité en fait de payer l'essence, elle était hébergée chez sa mère, voilà, enfin c'est beaucoup en fait aussi des considérations matérielles qui déterminent le moment de la séparation, mais pas que. Ou alors, sa grand-mère me disait qu'elle recommençait à aller chez le coiffeur, à se maquiller, etc. En tout cas, elle recommençait en fait à exister et à prendre soin de son corps, quoi, à sa façon. Ou alors... Et d'ailleurs, ouais. si je peux me permettre, il me semble que qu'il l'a tuée à la médiathèque. Oui, tout à fait. Donc symboliquement, c'est aussi fort. Oui. Enfin, c'était le lieu de son émancipation. Enfin, c'était le lieu même de son émancipation qui a été. Enfin, je trouve ça. Ouais, merci de le dire. Et d'ailleurs, il y avait un truc qui m'avait beaucoup bouleversée, c'était en 2016, et en fait, en me promenant dans le village, j'avais un peu parlé, je faisais une petite enquête de voisinage, etc. J'essayais de récolter des informations, et en fait, je parlais aux voisins, et c'est ce que je raconte dans le livre, et il y a un monsieur qui me dit, oui, il aurait été question... Voilà, en tout cas, dans les discussions, il avait été question de savoir s'il fallait inscrire une plaque, afficher une plaque à la mémoire de Géraldine Soyer devant la médiathèque. Et on était en 2016, et l'un des voisins m'avait dit bah non, le monsieur s'était suicidé aussi. Et ils avaient dit bah non, sinon il faut faire une plaque aux deux, comme si en fait c'était les deux, et c'est ce que je dis dans le livre, les deux victimes d'une même mécanique. Et aujourd'hui ça a changé, aujourd'hui les mairies, il y a tellement de choses qui ont changé dans la société, et les mairies, il y a beaucoup plus maintenant des plaques. J'ai fait un travail avec une victime à côté d'Auxerre, à Moneto, ça s'appelle la commune, c'est dans l'agglomération d'Auxerre, et par exemple là-bas je sais que la municipalité a mis une plaque à la mémoire d'Angélique, donc ça a changé, et c'est quand même hyper fort d'inscrire, surtout quand parce que la plupart de ces meurtres ont lieu dans le domicile, et il y en a quelques-uns qui ont lieu dans l'espace public, et je pense que c'est hyper important que ça reste visible dans la mesure du possible. D'ailleurs, dans votre livre, vous nommez les victimes. Est-ce que c'est une façon de lutter contre la maltraitance médiatique, le fait de les invisibiliser, ces victimes, les vendre peut-être des chiffres où une femme a été tuée? Est-ce que c'est une façon de les humaniser, contribuer à une prise de conscience collective? Oui, alors donc je suis journaliste et j'ai un point de vue critique sur le fonctionnement de l'information, mais j'ai un point de vue critique qui est étayé. Quand j'ai commencé en 2016 à travailler sur ces affaires, on parlait pas de féminicide, ou alors dans des milieux assez pointus féministes, où il y avait notamment la députée Catherine Coutel avec qui j'ai échangé, qui avait commencé à travailler sur ce sujet. Mais en tout cas, dans l'espace médiatique, ces meurtres, ils apparaissaient sous la forme de faits divers, parfois expéditifs, et qui, très souvent, comme l'histoire de Géraldine Soyer, il n'y avait pas d'antécédents, d'informations sur les antécédents de violence. C'est-à-dire que, du coup, quand on lisait ces affaires, on avait l'impression que c'était morcelé, on ne savait pas exactement combien il y avait de meurtres. Aujourd'hui, je vais dire ensuite tout ce qui a changé, parce que ça a énormément changé.
il y avait aussi parfois une forme de déshumanisation qui prenait deux aspects, c'est-à-dire l'humour. On a tous cliqué sur ces articles clickbait de ivre, 3 petits points, machin truc, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors la déshumanisation peut passer par l'absence de détails, quelque chose d'expéditif, de se dire bon, on le met dans la colonne fait divers, c'est expédier cette histoire de meurtre en quelques lignes. Mais pour autant, là, je parle beaucoup en fait de ce traitement qui était cantonné à la presse régionale, mais qui figurait très peu, ou alors sous forme parfois de faits divers sensationnalistes. Je dresse un peu les grandes lignes de ce qui s'est passé parce qu'il y a énormément de contre-exemples. Je pense notamment à un travail précurseur de Libération, mais voilà comment c'était à peu près. Pour autant, c'est important que ces articles aient quand même existé, puisqu'en fait, j'ai compris après coup que pour la production de statistiques ministérielles, il y avait une partie du recensement des services de gendarmerie et de police, des statistiques ministérielles et de la délégation victime, qui se base en fait sur ces faits divers. Donc, en fait, c'est quand même important pour qu'on puisse arriver, et aussi sur des remontées d'informations, etc. Mais c'est vraiment une collecte multisources. Et donc c'est important qu'ils existent quand même pour que ça puisse servir à produire ce chiffre et ce rapport délégation victime, et au moins que par exemple si le gendarme statisticien qui fait ce rapport, il se rend compte qu'il y a une affaire qui a lieu mettons à Argenteuil, il puisse contacter la gendarmerie d'Argenteuil pour avoir, et ça en fait je l'ai découvert assez récemment en échangeant avec les services ministériels statistiques. Voilà, donc ça c'est ce que je veux dire, et aussi on a beaucoup critiqué le fonctionnement de la presse régionale, mais pour autant en fait ils ont un peu le mauvais rôle, parce qu'il faut quand même rappeler que c'était les seuls à couvrir ces affaires, mal, mais à les couvrir quand même, et que c'est devenu un sujet d'actualité ces dernières années, notamment dans le siège du Grenelle sur les violences conjugales, et il y a énormément de choses qui ont changé. Mais il faut quand même se rappeler que c'était une forme de maltraitance, mais que, c'est pour un peu nuancer. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Et je pense que c'est à peu près ce que je voulais dire. Je vais vous laisser la parole. Et en fait, je pense que la presse régionale n'attend pas à ce qu'il y ait une grande affaire comme celle de Bobrisky pour pouvoir en parler ou déclencher un vaste mouvement contre les violences faites aux femmes. C'est un peu aussi le côté positif. Oui, je veux rebondir sur la question des prénoms, parce que c'est vrai que c'est un procédé militant aussi qui a été fait notamment beaucoup par les mouvements de collage contre les féminicides, c'est-à-dire de rappeler les prénoms et les prénoms, l'âge, la manière dont la victime a été assassinée, et je pense que ça fait partie aussi de... On nage dans un... Je me souviens que... Donc moi, j'ai commencé le militantisme chez Femen en 2012. Et je me souviens que cette question-là, le procédé, disons, de Femen, c'était de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour médiatiser des questions, des sujets féministes ou des questions LGBT qui sont un peu, qui passent à la trappe dans les médias, mais comment on fait pour faire un coup d'éclat. Et typiquement, la question des violences conjugales et des féminicides, elle était très difficile, puisqu'à chaque fois, en fait, ça n'intéresse pas la presse, puisque c'est dans le quotidien. C'est-à-dire, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui a lieu encore et encore et encore. Et du coup, je pense que on finit par, d'une certaine manière, s'habituer aux chiffres. Et c'est pour ça que je trouve que tout le travail que font certaines associations de compter, mais pas seulement de compter, à chaque fois de dire le prénom, de rappeler l'histoire de cette personne, c'est une manière aussi de réaliser, d'une part, que ça concerne des personnes de milieux socioculturels très différents, et d'autre part, de bien comprendre, en fait, et c'est ce qu'on comprend très bien dans ton livre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... entre guillemets, juste une femme qui meurt, c'est aussi toute une famille. En fait, c'est des centaines de personnes qui sont impactées par ça, qui sont traumatisées par ça. Et du coup, je pense que c'est important aussi de nommer ces femmes-là pour prendre conscience de l'ampleur. Et je termine avec ça. Il y a un documentaire justement sur le mouvement des collages qui s'appelle Riposte féministe, qui était présenté à Cannes, c'était il y a 2 ans.
Et on avait, avec d'autres colleuses qui étaient dans le documentaire, ce qu'on avait fait, c'est que pour la montée des marches, on avait déroulé une banderole avec le nom de toutes les victimes depuis le dernier festival de Cannes. Et je peux vous dire qu'en fait, vous voyez les marches de Cannes, en fait, on n'avait pas la place, c'est-à-dire qu'en fait, ça allait jusque... Ça continuait à se dérouler sur le tapis, et je pense que le fait d'avoir la liste des noms, ça parle beaucoup plus que de dire 126 féminicides, en fait. De se dire, en fait, c'est 126 vies, 126 familles qui sont brisées, traumatisées, pour des raisons, et je pense qu'on va y arriver, mais c'était pas fatal, en fait. On aurait pu éviter ça avec une meilleure prise en charge des services sociaux, de la police, avec plus de moyens mis en place pour la justice, pour les associations. Et du coup, c'est aussi ça, l'injustice profonde, c'est que c'est souvent présenté comme quelque chose d'inévitable, un peu comme un attentat. C'est-à-dire quelque chose qu'on a tout fait pour l'empêcher, et puis parfois il y a une faille. Et là, en fait, on le sait, ça fait des années qu'on le sait, qu'il y a des solutions qui sont très pratiques, qui sont mises en place, que tu montres très bien dans ton livre. C'est-à-dire, en fait, il y a des mesures, ça fait des années que les associations le disent, qui pourraient être prises en compte, et que, contrairement à ce qu'a pu dire notre président de la République, les violences faites aux femmes n'a jamais été la priorité du mandat présidentiel, puisqu'en fait, ces mesures, elles n'ont jamais été mises en place. Juste pour compléter un tout petit peu, alors le fait d'anonymer parfois les victimes, on comprend que c'est aussi pour protéger notamment les enfants mineurs. Toutefois, au niveau de la Maison des Femmes, ce que nous, notre petite part à nous, ce qu'on aime en tout cas faire, c'est d'accompagner les femmes sur la réappropriation de leur propre identité. Parce qu'on a constaté que très souvent, elles ne savent plus vraiment qui elles sont. Parce qu'elles ont été sous l'emprise de monsieur, donc elles sont, quand elles parlent, c'est rarement je. C'est souvent, alors parfois c'est nous, mais souvent c'est lui. Il a fait ci, il a fait ça, je lui dois ci, je lui dois ça. Et nous, ce qu'on aimerait vraiment à terme, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué d'y arriver parce qu'elles y sont pas encore prêtes psychologiquement, c'est de les accompagner dans le jeu. L'estime de soi, travailler à nouveau la confiance en soi et enlever un peu cette étiquette de je suis victime de violence et je ne suis que ça. Donc vraiment, oui, l'idée de donner une identité à ces femmes est très 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 importante. Vraiment, moi je pense que c'est important de pas juste dire une femme est victime d'eux, même si j'entends les raisons derrière, mais c'est important de leur redonner une identité. Voilà, vous n'êtes pas juste la femme de monsieur, vous n'êtes pas juste la victime de monsieur, ou vous n'êtes pas que la mère de machin, vous êtes vous d'abord. Et voilà, il y a un gros travail qui est à faire autour de ça et on y va. Donc, dans votre ouvrage Féminisme et réseaux sociaux, vous retracez à partir de rares récits de créatrices de contenu l'histoire de la lutte féministe en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, les réseaux sociaux jouent toujours autant ce rôle d'impulsion de débat et de pression sur les institutions, ou est-ce que c'est un instrument à double tranchant qui peut aussi faire du mal aux femmes, c'est-à-dire faire partie d'une des violences dont on a parlé? Alors, question piège un peu. Alors, moi je pense que les réseaux sociaux, dans un premier temps, et quand je dis réseaux sociaux, je parle au sens large, je parle des blogs, enfin ça a commencé dans les blogs, après il y a eu les groupes Facebook, ensuite il y a eu Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, et des réseaux que je ne connais pas, car il faut savoir que ça reste ici. Mais ils ont participé évidemment au fait de se sentir moins seuls, c'est-à-dire... les sujets féministes, et c'est typiquement Clit Révolution, c'est pour ça qu'on a commencé sur Instagram. À la base, c'est un projet de série documentaire dont aucune chaîne ne veut, et du coup, on s'est dit, on va s'auto-diffuser sur Instagram, et puis comme on nous a dit que c'était un sujet de niche, puis en fait, comme on a eu plein d'abonnés, les chaînes ont dit, ah non, peut-être que c'est intéressant, finalement, on va vous diffuser. Donc en fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour plein de productions culturelles. Je pense il y a sexiste, mais Anaïs Bourdet, Paytachnek, qui était un blog qui recensait des récits de harcèlement de rue à une époque où on ne parlait pas de harcèlement de rue. Donc en fait, c'était des manières de faire émerger des sujets dont les médias mainstream ne voulaient pas s'emparer. Et on l'a vu avec MeToo, les réseaux sociaux, ils permettent l'amplification et la fédération de problèmes massifs, mais ça permet de se reconnaître les unes les autres, ça permet d'aller trouver des informations, notamment quand en fait dès qu'on est en dehors des grandes villes, c'est extrêmement difficile de trouver des réseaux féministes, de savoir même
des questions de base, de comment faire pour, où je peux avorter, quels sont mes droits, quelles sont mes solutions. Et donc en ça, les réseaux sociaux ont toujours un rôle important. Et moi, je crois très fort dans le fait qu'il est important de faire des ponts entre justement les influenceuses, y compris influenceuses, influenceurs, y compris qui n'ont rien à voir avec le féminisme, et les associations, c'est-à-dire en fait de faire un travail, de dire en fait ces structures-là, elles existent dans ta ville, dans le pays, voilà le numéro à appeler si t'es harcelé, voilà, et ça c'est important. Mais en effet, c'est aussi un endroit, un lieu c'est un lieu privilégié aussi de violence. C'est-à-dire, on le voit, il y a eu pendant le confinement une montée de violences commises en ligne, notamment à travers les comptes Ficha, qui sont des comptes où les garçons s'amusent à publier des photos de nus. J'ai vu que vous aviez un livre sur la question dans la sélection. Et ça, c'est un vrai problème de violences sexuelles commises en ligne. Je pense au deepfake aussi, c'est-à-dire qui consiste à mettre le visage de quelqu'un sur des images pornographiques qui ne sont pas d'elle. Et du coup, c'est aussi un lieu qui est devenu à la fois incontournable avec le confinement, puisqu'on a suivi, les gamins, ils ont leurs cours, donc ils ont des groupes Facebook, ils sont limite obligés maintenant d'être sur les réseaux sociaux pour suivre les cours, pour savoir les devoirs, les machins. Et en même temps, c'est le lieu qui fait que toute violence, dès que quelqu'un va être harcelé ou sujette à des violences, ça va s'amplifier. Donc c'est en effet à double tranchant, et je pense aussi, en ce moment, moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est le fait que le problème principal, c'est que ces réseaux sont souvent gérés par des algorithmes qui, du coup, font que les sources d'information, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais en fait, les jeunes, maintenant, ont l'habitude de scroller, c'est-à-dire, en fait, de regarder le contenu qui leur est proposé sans aller chercher. Et donc, en fait, en fonction des algorithmes, on va se retrouver potentiellement dans des bulles d'informations, et on a plus ce réflexe-là que moi j'avais, par exemple, quand j'étais plus jeune et que je devais faire un exposé, d'aller à la médiathèque, et du coup, de voir dans le rayon, tu vois, en fait, plein de sources différentes, et puis il y a des choses que t'aimes bien, des choses que t'aimes pas. Et je pense que ça, c'est dangereux aussi, parce que ça peut uniformiser la pensée, et puis surtout, ça peut la biaiser, y compris dans les milieux féministes, c'est-à-dire, en fait, ça polarise très rapidement, et je pense qu'il y a une nécessité aussi de se retrouver hors ligne et de diversifier ses sources de connaissances et d'informations. Oui, là tu fais référence en fait à l'éducation à la presse, que en fait normalement Normalement, on lit la presse, c'est l'avantage aussi, bon, ça fait aussi un peu les réacs, mais normalement, en fait, c'est le principe du journal où en fait, on scrolle, mais sur le journal, et du coup, on peut choisir, ça s'apprend en fait à lire un journal, on peut choisir les rubriques qui nous intéressent, et tu vas au kiosque et tu vois tous les différents journaux avec des opinions différentes. Ouais, et en fait, c'est ça, et lire les journaux de gauche, les journaux de droite, la presse magazine, en fait, apprendre aussi à lire dans les limites de la République, en tout cas d'apprendre à lire du débat républicain, d'apprendre à lire en fait aussi ce avec quoi on n'est pas d'accord, ou qu'on pense ne pas être d'accord. En fait, c'est vraiment une éducation à la presse, et ça s'est un peu perdu malheureusement, même s'il y a beaucoup de journalistes, y compris moi de temps en temps, qui faisons de l'éducation aux médias dans les écoles. Ouais. Je vais juste typiquement. Ce qu'on constate ces dernières années, qu'il y a une montée de la pensée masculiniste sur TikTok par des influenceurs. Alors c'est hyper intéressant, mais c'est pas nouveau d'ailleurs, mais c'est par les influenceurs qui sont des coachs en amour, des love coachs qui te donnent des solutions sur comment séduire, etc. Ce qui n'est pas du tout une stratégie nouvelle, parce que, le saviez-vous, Alain Soral a commencé sa carrière en tant que love coach. Ouais. Vous pouvez retrouver des vidéos de lui sur YouTube, c'est incroyable. Il apprenait à comment faire pour draguer une fille dans la rue. Voilà. Puis après, il a fini conspirationniste. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est une porte d'entrée vers des idées, par ailleurs, masculinistes et d'extrême droite. Mais qui semblent dépolitisées. Donc en fait, c'est normal quand on est adolescent, qu'on a grandi avec
ces 3 dernières années, ces 4 dernières années, confinées, sans lieu en fait pour draguer, et où toutes ses copines, enfin toutes les personnes, toutes nos interactions, elles sont en ligne, c'est normal en fait qu'on se pose la question de comment draguer. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai passé toute mon adolescence à lire Jeune et Jolie pour savoir comment pécho. Et du coup, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un glissement. Donc en fait, c'est à la fois ces questions-là de comment draguer, avec évidemment le truc de comment manipuler pour qu'elles puissent penser que t'es comme ça, comment. Mais il y a la même chose pour les femmes. Hein. Il y a aussi les coachs, je sais plus comment elles s'appellent, mais il y a des femmes un peu femmes fatales, de faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ce qui en soi n'est pas nouveau, mais qui va aussi avec une idée de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, avec aussi des stratégies, pour le coup, de violence psychologique. Enfin, le truc de lui répondre pas, dis-lui ça, tu lui fais un compliment et juste derrière tu la tacles. Et du coup, ça, c'est extrêmement dangereux, je trouve, parce que dès qu'on est dans ces bulles algorithmiques et qu'on a commencé, après, ça va dans être un homme alpha, être machin, et tu te retrouves très rapidement avec des suggestions de contenu extrêmement violents à l'égard des femmes, et violents à l'égard des hommes aussi, parce qu'il y a toute tout ce truc-là de genre il faut que tu sois musclé sinon t'étonnes pas qu'elle te quitte, faut que tu gagnes plein d'argent sinon t'étonnes pas que t'es un vieux loser, etc. Donc en fait c'est un truc extrêmement violent pour tout le monde dans les masculinités hégémoniques, fémininités hégémoniques, et ça c'est donc TikTok aussi c'est pas que du harcèlement, etc. C'est aussi ces questions-là qui passent par d'autres biais, notamment le biais des love coach. Méfiez-vous des love coach. Méfiez-vous des love coach. Une multiplication de violences. J'en apprends des choses. Donc, dans cette multiplicité de violences et de tout type et formes de violence, est-ce que vous pensez que c'est justement ça qui fait que très peu de femmes portent plainte et que aussi beaucoup de plaintes ne soient pas prises au sérieux jusqu'à l'instant clé? Oui. Alors moi j'ai constaté, notamment pour le public qui est le plus jeune, donc je suis contente parce que je vois qu'il y a quand même des jeunes filles qui sont là. Quand on parle de violence, déjà on parle de violence conjugale, et qui dit conjugale dit couple marié. Et j'ai le sentiment que parfois les plus jeunes ont du mal à se dire ça me concerne. Moi je suis pas mariée, c'est pas mon mari, donc je suis pas victime de violence. Et puis parce que c'est pas joli, tout simplement aussi de se dire je suis victime de violence conjugale. Bon. Je pense que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne portent pas plainte parce qu'elles se reconnaissent pas dans le stéréotype de femme victime de violence. On a tous, je pense, une idée préconçue de à quoi ressemble la femme victime de violence. Et quand on a 16 ans, quand on a 17 ans ou même un peu moins, on se voit pas, on n'est pas victime de violence. Voilà. Pourtant, il y a des très jeunes filles qui aujourd'hui sont dans des schémas de violence conjugale en fait. Mais dans leur esprit, c'est pas possible. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, et je pense aussi qu'il y a la question de on porte pas plainte parce qu'on sait qu'il va rien se passer derrière, et qu'on sait qu'en fait c'est presque parfois une exposition à d'autres violences, c'est-à-dire qu'on va être mal reçu au commissariat, qu'on va remettre en question notre bonne volonté, et moi je trouve ça extrêmement grave que par exemple dans les milieux militants il existe des listes comme ça on te dit voilà les commissariats qui te reçoivent bien. On se recommande des commissariats, c'est quand même grave, c'est-à-dire de se dire ne va surtout pas dans celui-là, tel arrondissement, tel machin, et je pense que c'est aussi, quand bien même, parce que après ça dépend, parce que la PJ qui normalement gère les affaires de violence est extrêmement compétente, c'est-à-dire quand on va porter plainte, normalement on a un flic lambda du commissariat, et après c'est la PJ qui reprend en compte, qui s'occupe de l'enquête, et eux pour le coup généralement ils sont extrêmement compétents et ils n'ont pas choisi d'être à la PJ pour rien, donc généralement c'est que c'est des causes qui les... C'est une question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand bien même le dossier est bien fait et que l'enquête est bien faite et qu'on est bien écouté, derrière, en fait, les magistrats, en fait, il y a la question de la justice qui a pas assez de moyens, qui du coup, ça va durer des années, et parfois on n'a pas envie c'est ce que je raconte il me semble que c'est dans ce livre-là que je le raconte. Il y avait, je sais pas si vous vous souvenez de cette affaire alors ça s'appelait l'affaire des tournantes, donc des viols collectifs de Fontenay-aux-Roses, où il y avait donc 2 victimes qui avaient été victimes à des moments, à des époques différentes, mais du même groupe de garçons, qui avaient fait parler parce que pour une fois, comme c'était des banlieusards, du coup on en parlait. Et qui elles avaient porté plainte. Au début il y avait une plainte qui n'avait pas été
prise en compte. Puis quand la deuxième a porté plainte, ça a réactivé les 2 dossiers. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, le verdict, il y en a une qui a été jugée... Enfin, ils n'ont pas été jugés coupables, et en fait, elle disait un truc terrible, c'est qu'elle disait, sachant qu'elle avait arrêté de vivre, elle avait pris je sais plus combien de kilos, elle n'arrivait plus à sortir, et en fait, elle avait été très médiatisée, donc en plus très exposée à des violences en ligne, et elle disait en fait que le procès avait été pire pour elle que ces 5 années de viol collectif. Donc en fait, c'est aussi ça qui fait qu'on porte pas plainte. C'est qu'en fait, on a peur, et quand bien même parfois ça se passe bien, on a aussi les récits de quand ça se passe mal, et on n'a pas confiance en nos institutions. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus grave, c'est-à-dire en fait d'avoir peur de porter plainte parce qu'on ne se sent pas victime, etc. C'est une chose, mais quand bien même on sait qu'on est dans notre droit, on n'a pas confiance parce que le système juridique est cassé. Je peux rajouter quelque chose parce que du coup tu as fait écho à un traitement aussi classiste des violences où dans les stéréotypes de la victime et de l'auteur de violence, il y a aussi le stéréotype de l'auteur de violence ou la victime comme celui qui n'a pas de chance, l'autre, l'étranger, l'immigré, etc. Et ça c'est hyper prégnant. Et en fait, je vais pas détailler, on pourra en reparler si vous voulez, mais il y a un élément que j'ai découvert au fil de mes années d'enquête qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, plus on monte dans la hiérarchie sociale, le critère c'est les catégories socio-professionnelles et les niveaux de diplôme, moins il y a de plaintes pour violence. Donc, ouais, en fait dans le livre, il y a tout un chapitre où d'ailleurs je parle du contrôle coercitif, on en a un petit peu parlé, mais donc des stratégies multiples pour piéger sa victime et la mettre sous emprise et sous contrôle. J'avais en gros travaillé dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, etc. Et j'avais cherché des profils spécifiques de victimes pour aussi comprendre par quel réseau elle passait, parce que les associations avec qui j'avais échangé dans les Hauts-de-Seine me disaient nous on reçoit pas ces profils, on voit pas les femmes de la haute bourgeoisie ou voilà. Et en fait, j'avais couplé ça à un rapport statistique qui justement montrait cette tendance à sous-dénoncer les violences parce que le taux de pénétration de la police, il est bas en fait. Et il y avait une avocate, Migline Rosset, qui a son cabinet à Neuilly-sur-Seine, qui travaille beaucoup avec ces profils de femmes qui parfois arrivent dans son cabinet en disant voilà c'est un divorce, c'est compliqué, etc. Et au fur et à mesure en fait elle se rend compte qu'il y a des violences. Il y a à la fois le dossier au civil pour le divorce et du coup la plainte pour violence. Et elle disait non, dans ces milieux-là on va à la police, c'est peut-être un peu caricatural mais c'est pour vous donner la tendance pour quand on se fait voler sa voiture ou ce genre de truc quoi. Voilà. Je vous ai bonjour, je suis Sergent Toyès. Une simple information concernant les commissariats. Il y a quelque temps, il y avait des psychologues dans les commissariats. Alors moi, pour une raison, dans une association, j'avais eu l'occasion de faire un débat avec les personnes du commissariat. Je ne sais plus si ça existe toujours. En tout cas, ça pouvait être une première démarche. Alors par contre, du coup, je vais en profiter pour voir au commissariat d'Argenteuil, puisque j'avais des éléments, mais ça date d'il y a bien 3-4 ans, si ça existe toujours. C'était déjà très petit comme action, mais du coup, je ne sais pas, ça va me permettre au moins, moi, de répondre à ma question que je dois répondre depuis plusieurs années. Est-ce que ça existe encore au commissariat d'Argenteuil? Alors, ça existe encore. Il y avait ça. Ça existe encore, madame. Il y a toujours un poste de psychologue qui malheureusement est vacant, mais pour des raisons parce que les gens, voilà, c'est l'évolution de la carrière, donc ils sont en cours de recrutement. En tout cas, c'est un poste qui existe. Et en plus, il y a également un poste de travailleur social au sein d'un commissariat. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a également un travailleur social diplômé qui est à disposition des victimes et qui accompagne dans le dépôt de plainte, parce qu'on sait que c'est compliqué. Donc c'est un professionnel qui est là, qui peut intervenir auprès de la personne qui souhaite déposer plainte pour lui expliquer comment ça va se passer, pour la guider un petit peu, parce que la procédure est complexe, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Les policiers, ils sont ce qu'ils sont. À Argenteuil, on a la chance d'avoir une brigade, pareil, je ne sais pas si vous le savez. Au commissariat d'Argenteuil, il y a une brigade qui est formée spécifiquement aux violences conjugales.
voilà, bon, mais vous le saviez pas. Et ça, c'est hyper important de le C'est savoir hyper parce que important. c'est rare, justement, ça fait partie Ouais. des critères des commissariats recommandés Ouais. par les assos féministes aux victimes, parce que justement, c'est rare ceux qui ont et des psychologues et des assistantes sociales et qui sont spécialisées. Et nous, ce qu'on conseille généralement, c'est de toujours passer d'abord par une association C'est ça. locale qui va justement connaître ces informations-là et accompagner les victimes et être sûr que tout se passe bien et qu'elles sont bien prises en charge dans le commissariat, etc. Exactement. Mais du coup, C'est ça. Et cool du qu'il coup, y en ait à Argenteuil. simplement pour rebondir, parce que tout à l'heure tu dis des choses très intéressantes. Pourquoi elle dépose pas plainte? La difficulté de déposer plainte. Il faut savoir que la procédure est très complexe, elle est très courte. D'accord? Lorsqu'on est victime de violence et qu'on veut déposer plainte, on a 48 heures pour amener des preuves. Et effectivement, quand vous êtes face à un agent de police, lui, il est dans son objectif de recueillir des plaintes. Et c'est vrai que quand on est la victime, on est très bousculé sur ce temps-là. Parce que ils vont poser des questions très précises et très violentes un petit peu aussi. Ils ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ils vont vous demander des preuves, ils vont vous demander des photos, ils vont vous demander des SMS, ils vont vous demander des témoignages. Et voilà. Et le profil, on parlait de psychologue tout à l'heure parce que voilà, on sort de, quand on est victime, on vient de vivre quelque chose de très compliqué. On arrive au commissariat et là on vous bombarde de questions. Qu'est-ce qui vous a fait? Quelle position? Est-ce que vous avez dit oui? Est-ce que vous avez des preuves? Du coup, c'est extrêmement violent pour la femme qui est là, mais la police a besoin de preuves. Et ça, c'est aussi un travail qu'on essaye de faire. Eux, il leur faut des preuves pour pouvoir aller plus loin dans l'enquête et saisir qu'un magistrat soit, voilà. C'est ça aussi la double violence. Oui. C'est Et c'est ça, et Ouais. c'est pour ça aussi que c'est toujours bien d'être accompagné par une association parce que justement, elle va pouvoir nous préparer à dire ok, on va te poser des questions, c'est pas parce qu'on t'accuse, c'est vraiment pour avoir le plus de détails possible, etc. C'est bien de connaître un peu la procédure en amont. c'est ça. Et j'avais une autre information importante à dire, mais je l'ai oubliée. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut demander le soutien de l'assistante sociale, de l'intervenant social du commissariat. Il ne faut pas hésiter à demander à être assisté de cette personne-là. D'accord? Parce que cette personne-là, elle bosse avec les policiers au quotidien, elle est au sein du commissariat. Elle sait quelles sont les questions qu'on va vous poser. Elle va pouvoir aider la personne en amont à préparer ses questions, à préparer les réponses. Donc c'est très important de s'appuyer sur ces professionnels-là quand on va au commissariat. Ce que je voulais dire d'important, c'était c'est par rapport aux preuves, que c'est aussi pour ça que c'est important quand on est témoin de violences, notamment. Moi, je pense par exemple, chez moi, je sais qu'il y a une voisine, je pense qu'il y a des violences conjugales, c'est-à-dire j'entends des cris, j'entends de toujours appeler la police, de le signaler. Parfois, c'est un peu gênant. Parce qu'on n'ose pas intervenir, on ne sait pas si on va aggraver le problème, etc. Mais juste le fait d'appeler la police, de bien donner, de dire que c'est à cette adresse, à l'appartement, mais quand bien même la police arrive après, que la femme ne veut pas porter plainte, etc., eux, ça leur fait quand même, sur leur rapport, ils ont noté le fait que plusieurs fois, des voisins ont signalé des cris alertants, etc. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important de signaler à la police quand on suspecte des violences auxquelles on pense avoir, qu'on entend. Voilà. Et du coup, le petit progrès quand même, parce que c'est important de le dire, la justice avance un petit peu. Avant, quand on était victime de violence, parfois au commissariat, ils prenaient des mains courantes. Ils prenaient pas de plainte. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus possible. C'est un dépôt de plainte, d'accord? Et parfois, même lorsque la femme victime de violence ne souhaite pas déposer plainte, le commissariat, de toute façon, va transmettre une plainte au procureur et il y a une enquête qui va être faite. Alors, personnellement, je trouve ça plutôt bien parce que c'est important. Je comprends que parfois, pour les femmes, c'est compliqué parce qu'elles vont arriver et qu'elles savent pas trop et qu'on leur impose quelque part une plainte. Mais c'est important qu'on puisse leur rappeler que la justice est de leur côté, qu'on n'a pas le droit de leur faire du mal et que le dépôt de plainte, c'est pour les protéger elles. Et c'est aussi un signal fort qu'on envoie à leur conjoint de dire non, elle ne t'appartient pas, c'est pas un objet, c'est pas une chose et tu ne la frappes pas. Donc ça, c'est important de le dire aussi, que quand même on avance un petit peu et qu'aujourd'hui, c'est un dépôt de plainte, ce n'est pas une main courante. Moi, j'ai juste un petit exemple pour nuancer. Récemment, j'ai rencontré, sur un reportage, j'ai récolté un témoignage et c'est une dame qui disait que quand elle a appelé la police, ils sont venus. Elle leur a dit oui, du coup, je voudrais déposer une main courante. Ils lui ont dit ah non, madame, on prend plus les mains courantes, maintenant c'est des plaintes. Et comme elle voulait pas déposer plainte, ils sont partis, ça n'a rien passé. Mais c'est pour ça, j'allais dire que dans les preuves aussi, ce qui est important, c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler, c'est-à-dire que quand bien même on n'a pas envie de porter plainte, le fait d'écrire ce qui s'est passé,
à une amie, à une confidente, à une personne à qui on fait confiance, ça fait aussi partie, enfin, je sais parce que j'étais aux assises pour un procès pour inceste, et en fait, dans les pièces à conviction, il y a aussi cette question de est-ce que tu en as parlé à des gens et est-ce que des personnes sont au courant. Donc je pense que c'est aussi important, et c'est pour ça que les associations sont importantes aussi, parce qu'une association va jamais vous forcer à porter plainte. C'est aussi pour ça que c'est important d'aller dans les associations, de garder des comptes rendus écrits et des traces pour que quand on soit prête à porter plainte, parce que c'est pas évident en fait, porter plainte ça peut aussi te mettre en danger, on a forcément peur de la réaction derrière, donc je pense que moi je suis pas certaine j'ai pas de positionnement clair sur cette question-là du fait que maintenant ils portent plainte directement, mais ce qui est sûr c'est qu'en fait c'est important de préserver des preuves et de suivre les dossiers. Oui, non mais c'est juste France Victime a un dispositif, j'ai oublié le nom, d'un journal de bord pour les victimes. Ah c'est bien ça, je connais pas. Ouais, fil de vie ou quelque chose comme ça. Enfin en tout cas France Victime mais normalement ils ont des permanences dans certains commissariats. C'est un très bon parmi les associations à contacter. France Victime c'est hyper intéressant, ils ont ce journal. Je vous remercie pour vos réponses. On va passer avec ma collègue pour tout ce qui est violence genrée et institutionnelle. Oui, alors pour parler un petit peu de ce sujet-là, justement, on a commencé à l'évoquer avec ce que la justice fait aujourd'hui. Et peut-être que ce serait bien de faire un petit rappel aussi de droit, je ne sais pas si l'une de vous se sent capable de rappeler un petit peu comment on passe finalement de ces violences dans la société et comment finalement derrière on a du mal à les faire reconnaître aussi au sein du système judiciaire. Est-ce que c'est inéluctable? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la justice peut elle faire? En quoi on peut progresser? Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un avis sur ça, et déjà peut-être rappeler aussi, vous l'avez déjà beaucoup fait et ça c'est très intéressant, sur le dépôt de plainte, sur après qui s'empare, qui fait l'enquête, et au niveau de la justice derrière, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'aujourd'hui, à cet instant T, la justice fait pour ces femmes? Est-ce que c'est Oui, alors du coup, effectivement, on va pas se mentir, ce qui va enclencher, c'est le dépôt de plainte. Parce que voilà, la première chose que la police va demander, c'est un dépôt de plainte à la dame. Donc je vous disais, c'est un process qui est très long. C'est des questions très précises que les policiers vont poser, et c'est 48 heures, il faut aller vite et recueillir un maximum de preuves, en fait, pour pouvoir mettre l'auteur des violences en garde à vue, tout simplement. Et ensuite, de pouvoir derrière qu'il y ait une procédure avec, dans l'idéal, une mesure d'éloignement. Voilà, ça c'est pas toujours acquis, mais dans l'idéal, ce qu'on demande, c'est une mesure d'éloignement pour protéger la victime et les mineurs s'il y en a. Aussi que monsieur soit condamné, tout simplement. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, et vraiment là où ça pêche très souvent, c'est les fameuses 48 heures où il faut des preuves. Et là, c'est-à-dire qu'on attend d'une femme qui vient d'être victime de violence, qui est sous le choc, qui est un peu peut-être tétanisée. On attend d'elle qu'elle se mobilise encore un peu plus. Et là, c'est très compliqué. On attend d'elle qu'elle aille faire constater ses blessures. Alors, je suis pas sûre que ce soit le premier réflexe. Parfois, le premier réflexe, c'est déjà d'aller au commissariat, mais eux, ils vont me dire, oui, mais vous n'avez pas fait constater. Enfin, c'est compliqué. Il faut aller dans des unités médico-judiciaires. Il ne faut pas aller n'importe où non plus. Il faut faire constater dans ces endroits-là. Il faut apporter un maximum de preuves. Il faut des SMS. Il faut, si on a des vocaux, il faut les conserver. Enfin, beaucoup de preuves. Il me semble d'ailleurs qu'à Argenteuil, il y a une unité de ce type-là. Argenteuil est plutôt bien. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est la partie qui est complexe, je trouve, pour notre public. Quand elles viennent, c'est souvent ce qu'elles expriment, c'est qu'elles sont fatiguées, en fait. Elles sont fatiguées, elles sont sous le choc, elles sont tétanisées, et c'est pas le moment, en fait, de leur demander d'aller là. Et beaucoup, en fait, c'est à ce moment-là qu'elles vont arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont pas donner suite, et c'est aussi souvent pour ça qu'il n'y a pas non plus de suite. Voilà, c'est compliqué, mais nous, on essaie d'être là aussi à ce moment-là, et de les remobiliser comme on peut. Et puis si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. On n'est pas là non plus pour les blâmer. On sait ce qu'elles vivent, et voilà.
Et pour la question de qu'est-ce qui pourrait être mis en place, alors je vais laisser Lorraine expliquer plus sur les certaines mesures qui sont assez évidentes et qui sont un peu les constats de ton livre, mais je pense aussi que un des problèmes principaux, c'est qu'on manque d'espace en fait, pour sortir d'une relation violente, et violente, qu'elle soit violente physiquement ou psychologiquement, il faut aussi avoir une solution de repli. Et ça, généralement, c'est un peu ce que font les associations, c'est-à-dire que souvent, elles disent il vaut mieux quitter un homme violent un mois plus tard en ayant pris soin de préparer en fait son plan d'évasion entre guillemets, c'est-à-dire où est-ce qu'on va loger, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on change de travail ou pas, est-ce que, en fait on est une équipe de soutien parce que partir seul c'est quasiment impossible. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose dont on manque, c'est-à-dire le problème, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire en fait il y a cette question-là de réunir des preuves, etc. Et typiquement dans le cadre de viols conjugaux, quel type de preuves on a en fait d'un viol conjugal. Mais du coup, ce qui fait que ça peut expliquer qu'il y a la présomption d'innocence qui fait que ça n'avance pas. Mais il n'y a pas non plus de présomption d'innocence des victimes, c'est-à-dire en fait on n'a pas vraiment de système qui permette de manière préventive accompagner les femmes dans leur changement de vie, et quand je dis accompagner, c'est les accompagner de manière logistique, de manière financière, de manière en fait de leur donner cette je sais pas si vous vous souvenez de qui avait dit cette connerie monumentale, je crois que c'était une députée qui disait c'était un débat sur le RSA ou sur où elle disait à ce moment-là madame n'a qu'à pas divorcer pour parler d'autonomie financière. Et en fait ça c'est extrêmement important, cette question-là de en fait comment on fait, j'allais dire la solution c'est la fin du patriarcat, parce que c'est aussi ces questions-là d'inégalité salariale, de femmes au foyer qui derrière en fait ne peuvent plus trouver de travail, ne peuvent pas être autonomes économiquement, et en fait tout ça fait partie du problème, c'est-à-dire le problème c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'on reste. Et on reste parce que d'une part il y a l'emprise sous laquelle on est, mais d'autre part de manière pragmatique tout devient compliqué en fait. Il y a très peu d'accompagnement pour comment on fait pour changer les enfants d'école, comment est-ce que mais qui va garder les enfants si moi je travaille, en fait on a besoin d'une structure entière. Et je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles les bourgeoises vont moins porter plainte, parce que je pense qu'elles peuvent aussi mieux s'organiser dans leur autonomie financière, et elles peuvent sans doute plus facilement en fait trouver un accord à l'amiable entre guillemets et être prises en charge par leur famille, donc je pense qu'il y a aussi cette question-là ce sont des violences qui touchent tous les milieux socio-professionnels, mais forcément que quand on est précaire, il est plus dur en fait de sortir de ces situations de violence. D'ailleurs, on pourrait en profiter pour parler un petit peu des agresseurs et de comment on sort de ce système-là. En fait. Vraiment, qu'est-ce qui vous paraîtrait possible? Je sais pas, Lorraine, vous qui, beaucoup dans votre livre, vous témoignez justement vous avez été dans un centre où on prend en charge des agresseurs. Si vous pouviez nous en parler un petit peu. Oui, en tant que reporter, je suis amenée à travailler aussi du côté des conjoints agresseurs. Je redis ce que j'ai dit au départ, mais face à moi, j'ai quasiment que des femmes. En fait, la vérité, c'est que je pense qu'on a fait énormément de choses pour... on vit. Il y a un truc hyper intime quand on est une femme ou une minorité, c'est qu'en fait, on vit avec... je sais pas si ça fait écho en vous, moi je vous partage quelque chose de très intime, mais avec la possibilité qu'un jour on pourra subir des violences parce qu'on est une femme. Que ça soit un viol, que ça soit une situation conjugale violente ou une agression. On a aussi beaucoup peur des agressions dans l'espace public. Je sais pas en fait si quand on est un homme, socialisé comme un homme, on vit avec cette crainte un jour de commettre une violence. Et je pense que quand il y aura un shift comme ça, qui nous allègera, parce que c'est quand même une charge mentale de vivre avec cette peur, c'est un truc qui est hyper dans nos tripes, quoi. C'est vrai. Ouais. Totalement. Pardon. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai vu sur Insta, je crois, il y avait une publication qui disait quand un homme rentre dans une pièce où il y a 100 femmes, il fait un peu le kéké, il roule des mécaniques parce qu'il y a 100 femmes. Par contre, l'inverse, vous faites rentrer une femme dans une pièce où il y a 100 hommes, elle panique totalement et elle a peur.
Et c'est vrai que quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, ah oui, effectivement, si je rentrais dans une pièce avec 50 hommes devant moi, je crois que je serais pas rassurée. Alors voilà. Mais, tu veux continuer, Vas-y, vas-y. Non, parce que j'allais dire, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi la question de, justement, on a peur d'être agressé dans l'espace public. Or, c'est Lorraine Bastide, dans Présence, qui cite une sociologue. En fait, techniquement, je crois que c'est 95% des agressions qui sont commises dans l'espace public, c'est des hommes sur des hommes. C'est-à-dire, les hommes n'ont pas peur de sortir dans la rue, mais pour autant, ils sont plus agressés que les femmes, mais pour autant, c'est nous qui avons plus peur. Donc, il y a aussi une condition à la peur. Et pour revenir aussi sur cette question de peur, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de savoir est-ce que les hommes ont peur de commettre des violences. Et moi, je sais qu'une de mes hantises depuis MeToo, c'est de me dire qu'est-ce qui se passe si j'apprends que mon frère a violé ou a été violent envers une femme. Et je pense qu'il y a vraiment cette question de, tu vas y revenir, de en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces hommes-là. Merci Elvire, c'est hyper juste ce que tu dis. Ce sentiment de peur, il est irrationnel. C'est pas, il est, par exemple, pour l'espace public, mais c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous façonne en tant que femmes. Et c'est pas du tout un truc pour dire qu'on est des victimes ou se victimiser. Enfin, je pense que toutes dans cet espace aujourd'hui, on est, on peut être victime et être forte. Enfin, il n'y a pas de je m'en mêle un peu les pinceaux, j'espère que vous me comprenez. C'est pas un truc pour dire on est victime parce qu'on est femme. Je dis juste qu'en fait, on coexiste avec parfois ce sentiment de peur qui peut se réveiller et qu'on apprend à juguler pour vivre, pour voyager, pour faire du stop, pour faire tout ce qu'on a envie de faire et être une femme badass et vivre de nos passions, quoi. Mais, ou bien s'occuper des autres, etc. Mais en fait, c'est juste que je trouve que le problème, c'est que les hommes se sentent trop peu concernés, c'est ce que je veux dire, par la question des violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, on dit violences faites aux femmes, on parle de violences machistes. En fait, les premiers qui devraient se sentir concernés, c'est les hommes. Moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup éduqués, on éduque encore beaucoup les petites filles à se protéger, à faire attention, à, je sais pas, quand on a une jupe, à fermer les jambes pour pas montrer la culotte. Enfin, je donne un exemple de ce qu'on me disait quand j'étais petite, parce que je courais un peu partout. On éduque pas les petits garçons mais c'est hyper délicat parce qu'évidemment quand on a un enfant on veut lui donner toutes ses chances, etc. J'ai pas la solution, je fais juste un constat de comment ça marche et de cette différence, voilà. Mais est-ce que c'est pas lié comme désolée, je te mets un peu ta place. Pas de problème. Est-ce que c'est pas lié justement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les hommes ne se sentent pas concernés parce que ce qu'on appelle des violences. Enfin, moi, j'ai grandi en cité et je sais qu'il y avait ce code de on tape pas les filles en fait. C'était vraiment le code de l'honneur des mecs, mais où du coup en fait les violences psychologiques ne sont pas du tout assimilées comme étant des violences et où, du coup les hommes se sentent pas comme, enfin tu vois, genre ils se sentent même pas violeurs dans le cadre d'un viol conjugal puisque ça a lieu entre guillemets sans violence, c'est-à-dire sans coups, sans cris. Dans le calme en fait. Bien sûr, on arrive à ça. Mais aussi ce que je voudrais dire, c'est qu'en ce moment, je fais un travail, j'en parle parce que j'y étais hier et je suis rentrée à minuit, du coup j'ai encore la tête dedans. Je fais un travail un reportage donc, qui implique aussi des auteurs. Et quand je dis auteur, c'est le terme juridique, auteur de violence conjugale. Je fais un raccourci, j'espère que ça vous convient parce que je peux comprendre si c'est problématique, je vais me reprendre et dire conjoint agresseur. Et du coup, donc ces hommes, ils ont été condamnés pour divers faits de violence. Et hier, dans la discussion, il était question en fait du fait qu'ils n'avaient aucun espace dans la société pour, une fois qu'ils sont condamnés, en parler. En fait, il n'y a pas d'espace en fait pour les écouter, ils sont invisibles. Parce qu'en fait, s'ils parlent, c'est automatiquement des monstres. C'est pas des monstres en fait. Et là, ils avaient l'espace que je suis en train de suivre. Il y a aussi des groupes de responsabilisation comme celui que j'ai suivi dans le livre. Mais en fait, il y a très peu d'espace une fois qu'on est condamné comme homme auteur de violences conjugales pour discuter de son rapport à la violence, travailler dessus et faire en sorte que ça se reproduise pas. Donc en fait, tout est fait en quelque sorte pour que la seule option qu'ils aient pour ne pas s'effondrer psychologiquement, c'est de dire je suis une victime du système, elle l'a bien cherché et en fait en arrêter là. Or on sait que en fait quand un homme auteur, un conjoint agresseur passe dans les mailles de la justice,
y compris quand il est condamné à du sursis ou à une alternative aux poursuites, le taux de récidive, il est massif. Est-ce que je veux juste parler de 2 secondes du chapitre, moi, qui m'a beaucoup marqué dans ton livre, qui est justement un chapitre sur un groupe de parole d'hommes auteurs de... c'est avant leur procès, donc techniquement, ils sont présumés innocents. C'est ça? Oui. Bref, d'hommes qui ont commis des actes de violence. Ils sont auteurs de violences conjugales, ils se reconnaissent, mais ils ne sont pas encore condamnés. Voilà. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'au départ, enfin moi ce chapitre il m'a beaucoup énervé au début, parce qu'en fait au départ, chacun des hommes de ce groupe de parole, qui est donc modéré par une médiatrice, ne reconnaît pas le fait qu'il a été violent, et donc dit oui mais elle était comme ci, elle était comme ça, etc. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que les jours passent, et progressivement, certains des hommes prennent conscience des violences qu'ils ont commises, parce que en fait ça commence par dire, il y en a un qui dit non mais si quand même là t'as un peu abusé quand même, enfin qui commence en fait à se rendre compte du déni d'autres membres du groupe de parole, et progressivement il y en a qui assimilent le fait qu'en effet ils ont été violents, et ça je trouve ça quand même hyper encourageant, parce que enfin moi ce chapitre au début j'étais très énervée au début de la lecture, et puis à la fin en fait ça m'a redonné une lueur d'espoir de dire en fait il y a aussi une possibilité d'avoir une vraie réflexion, et je pense qu'il y a aussi ce problème-là de manque d'espace pour les hommes pour discuter de plein de sujets, notamment nous en fait on a la gynéco, le planning familial, en fait on a des lieux dans lesquels on va pouvoir parler et discuter et échanger avec d'autres femmes sur des questions des questions intimes et propres. Enfin, on parle des émotions, on nous a appris à exprimer nos émotions, à pleurer quand il fallait pleurer, et du coup j'ai l'impression aussi qu'il y a cette question-là des petits boys à qui on dit qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas, et où du coup en fait la seule émotion légitime c'est la colère. Et donc du coup en fait n'importe quelle tristesse, désarroi, etc. va se traduire par la colère, et donc il y a un vrai travail aussi d'éducation dès le plus jeune âge. On parlait tout à l'heure avec on parlait tout à l'heure de cours d'empathie et de ce qu'on appelle les cours à la vie affective et sexuelle, qui en fait contrairement à ce qu'on pense ne sont pas des cours de Kama Sutra, mais beaucoup aussi des cours pour apprendre à respecter les autres, et que personne n'a le droit de toucher ton corps, etc. Et je pense qu'en fait ça pourrait beaucoup aider, c'est-à-dire en fait il y a un vrai travail d'éducation à faire, aussi bien à l'école, dans nos familles, etc. Pour apprendre aussi bien aux filles et aux garçons à comprendre ses émotions, à les exprimer, à communiquer de manière non violente, et bien souvent les personnes qui commettent des violences sont aussi des personnes qui ont vu en fait des violences dans leur famille, et où du coup en fait il y a on a tous été violents à un moment donné, pas forcément avec quelqu'un, mais on connaît ce truc-là de montée de colère qui fait que tu deviens violent, que tu as envie de tout casser autour de toi. Généralement c'est que tu n'arrives pas à exprimer quelque chose, et ça je pense que c'est important aussi de réapprendre à communiquer et à s'exprimer et à gérer les conflits, et ça fait partie de... Enfin, c'est un peu une vision bisounours, mais je pense que c'est important, et je pense que c'est la source du problème aussi, c'est ce que tu dis, Lorraine, c'est que ces personnes-là ne sont pas des monstres, et que pour la plupart des personnes qui commettent des violences, il y a aussi un problème et je finirai en disant un des problèmes aussi principaux, moi présidente, en fait, aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'avoir accès à une thérapie. C'est-à-dire, en fait, aller voir un psy, ça coûte cher. Il y a le CMPP, le municipal est gratuit, mais en fait, tu choisis pas ton psy. Tu peux attendre pendant des années et des années. Et moi, présidente, en fait, les psychiatres comme les psychologues, ça serait remboursé à 100% par la sécurité sociale pour tout le monde. Et je pense que si on allait tous en thérapie, ça se passerait mieux sur plein d'aspects. Oui, il y a aussi ce problème-là. Et puis apprendre aux hommes à prendre en charge leur santé. J'ai lu récemment justement que les hommes prennent moins en charge leur santé et leur santé psychologique, et c'est pour ça qu'ils se suicident plus. Donc apprendre aux hommes à se prendre en charge, à être dans un parcours aussi comme ça. C'est vraiment, moi je vais le constater avec vous, que c'est vraiment une solution qui est très très importante. L'heure passe, je vous propose, si vous voulez maintenant, d'interagir avec le public et de prendre quelques questions. Si vous voulez le micro, je vous le passe. Vous pouvez faire sans ou avec. Alors moi j'ai pas une question, mais plutôt un partage d'expérience. Alors, dis-le au micro comme ça.
Bonjour. Alors moi j'ai plutôt un partage d'expérience parce que j'anime des stages d'auteurs de violence. Ah, super. Sexistes et sexuelles, je les appelle comme ça, plutôt que conjugales. Et ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Et effectivement, beaucoup font état de problèmes éducationnels, donc sur l'égalité homme-femme, sur l'évolution du droit des femmes, la place et le rôle de chacun. Et beaucoup, alors c'est pas pour les victimiser, hein, loin de là. L'idée du stage de responsabilisation, c'est aussi de se sentir responsable de ses actes. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème d'éducation, notamment quand on leur apprend tu dois être fort, tu dois subvenir aux besoins de ta famille, ta femme doit être je grossis les traits, mais c'est beaucoup ça. Et le gros du travail, quand on fait les stages de responsabilisation, et je pense que c'est pas suffisant, il devrait y avoir une suite après, c'est aussi de déconstruire les stéréotypes de genre, d'apprendre à accueillir ses émotions, à les nommer, et ne pas avoir peur de les exprimer, parce qu'en fait, l'une des problématiques chez 95% de ces hommes-là, puisqu'il y en a qui sont là, je ne sais pas comment dire, mais il y en a qui ne sont pas des monstres, mais il y en a qui sont, voilà, effectivement, on sait qu'on ne peut pas arriver à grand-chose en un stage. Un de ces problèmes-là, c'est que on leur a inculqué qu'il fallait pas pleurer, qu'il faut pas montrer une faille, qu'on est un homme, on est dur, on est fort, etc. Eux-mêmes le disent, hein. Moi je suis fort, les femmes sont moins fortes physiquement, et du coup j'ai voilà ce truc de être un peu au-dessus, de il faut y arriver, il faut pas laisser tomber, ma famille compte sur moi. Mais en fait non, ta femme aussi peut bosser. On n'est plus dans l'ancien temps où la femme elle a besoin d'aller demander à son mari d'aller bosser. On n'en est plus à se dire c'est l'homme qui doit payer le loyer, faire les courses, etc., etc. On n'en est plus là. Et en fait, beaucoup ont encore cette façon de penser et reproduisent le schéma qui a été inculqué ou au moins qu'ils ont observé de leurs parents, parce que quand on travaille aussi sur ce qu'ils ont observé de leur famille, de leurs grands-parents, etc., il y a beaucoup de choses qui ont été appliquées eux-mêmes au sein de leur foyer. Et quand on leur dit qu'il y a d'autres possibilités, ah bon, mais moi j'ai toujours vu ma mère faire comme ça, et pourtant, moi j'aurais bien voulu que dans mon couple ça se passe autrement, mais pour moi c'est la normalisation. En fait, ça doit se faire comme ça, et du coup je le fais comme ça. Sauf que ça me convient pas. Donc en fait, moi je pense, pour conclure, je vais pas prendre une heure, que, alors, effectivement, les stages de responsabilisation d'auteur, c'est chouette, c'est bien, c'est une bonne manière d'introduire aussi un travail auprès de ces personnes-là, mais qu'il manque une suite pour prévenir les... en avant, ouais. Bien sûr, pour prévenir en tout cas les violences faites aux femmes. Je pense qu'il y a un gros travail à faire et avec les femmes et avec les hommes pour déconstruire toutes les questions de stéréotypes de genre, d'égalité homme-femme et de lever un peu des tabous de société qui sont inculqués depuis des lustres et des lustres. Et donc il faut travailler avec les enfants, avec les adultes, et puis voilà, essayer de construire une meilleure société les uns les unes avec les autres. Donc voilà. Et je me permets d'ajouter qu'en fait c'est hyper important ce que tu viens de dire, et que je pense aussi, quand là je parle en tant que féministe, amie de copines qui ont des enfants, notamment des petits garçons, que ça serait intéressant aussi d'avoir des outils, parce que quand on est parent, enfin, tu vois, tu te poses... Enfin, moi, c'est la terreur de ma meilleure amie de se dire est-ce que mon petit garçon va devenir celui qui soulève la jupe des filles à l'école, et du coup, je pense aussi qu'on a besoin d'outils justement pour savoir, ok, comment est-ce qu'on éduque son petit garçon, sa petite fille à l'empathie, au respect de l'autre, et sans pour autant le ou la brider. Et je pense que ça, c'est des outils qui seraient importants à avoir, de la même manière que on a plus d'outils aujourd'hui, par exemple, pour comment est-ce qu'on parle de sexualité à ses enfants, comment est-ce qu'on parle de la guerre à ses enfants. Mais cette question-là de comment est-ce qu'on parle de l'empathie et des émotions, j'ai l'impression qu'on manque encore d'outils et d'objets culturels. Je reviens là-dessus parce que bon, moi j'ai un ciné-club, donc je crois fort au pouvoir de comment est-ce que les images et les films et les séries et les dessins animés et les livres qu'on consomme influent sur notre vision du monde. Et c'est vrai que typiquement il y a peu de dessins animés sur ces questions-là. Il y a le super comment il s'appelle, c'est un Pixar avec les émotions là, la colère, lui il est super vice versa, merci. Mais c'est vrai qu'on manque en fait d'outils pour apprendre la communication non violente et le respect de l'autre, etc.
je vais prolonger la réflexion. Je suis une maman d'un petit garçon et j'avoue, j'ai eu 2 filles avant et je me disais ouf, enfin demi-ouf parce que justement il y a la crainte de les voir se faire agresser. Mais un petit garçon, je m'étais dit, je veux pas qu'il soit un agresseur, je veux pas qu'il viole sa femme plus tard, je veux pas... Comment je fais? Et j'ai cherché des outils, il y a notamment un livre qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Qui est là, qui est dans la sélection. On a mis en sélection. Et donc j'ai essayé d'appliquer au quotidien, d'éduquer mon fils dans cette... Il a 6 ans, donc dans cette question-là. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis fait rattraper par la société. L'enjeu, il n'est même pas... C'est-à-dire que moi, femme engagée avec cette question-là de je veux pas transmettre des codes, je travaille avec mon mari pour qu'il transmette les bons codes de père. Et ben même avec ça, j'y arrive pas honnêtement. C'est sur la question du consentement. Dire à mon fils, bah non, si tu veux pas faire un bisou à ta tante, tu as le droit de pas faire un bisou. Parce que demain, si tu me touches le ventre, j'ai le droit de te dire, non, je ne veux pas que tu touches mon ventre. Et demain, s'il y a une petite fille qui dit, bah non, je veux pas que tu me fasses un bisou, et ben ils l'entendent avant que, en fait, il y a des gestes, que chacun a son corps, et que chacun... Mais quand on dit à ton fils, mais quand même, t'es pas poli, tu fais pas de bisous à tata. Bah ouais. En fait, tout est lié, et en fait, c'est juste la société qui porte une image, qui pousse, en fait, à la place. Quand j'entends ma belle-mère qui dit, et pourtant, qui dit, t'es fort, mon fils, il faut pas pleurer, il faut y aller. Ah non, en fait, il s'est fait mal, il a le droit de pleurer, il a le droit. C'est terrible, ce contraste entre nous, femmes, on veut bouger les choses, on réfléchit à éduquer nos garçons autrement parce qu'on a pris conscience qu'on était un des enjeux. Et en fait, c'est toute la société qui doit prendre cette question en charge, et pas seulement nous. Et puis ils sont identifiés à leur père, les petits garçons, donc c'est compliqué aussi pour eux. Moi, j'ai remarqué ça. Mais même avec l'éducation, c'est-à-dire j'ai remarqué ça, les petits... Moi, mon garçon, il a quand même souvent peur d'être un sale type. Enfin, il le dit pas comme ça, mais... Non, mais... Et c'est pas facile pour eux non plus, je pense. Il me dit souvent, parce que nous, on essaye de travailler là-dessus, il me dit souvent, mais moi, maman, je suis un garçon bien. Tu vois, il a besoin d'être réconforté. En fait, mais c'est bien, mais je pense que c'est pas évident non plus pour un petit garçon, parce que moi, je fais des outils, on en a pas mal. Il y a quand même des familles où on parle de tout ça. Mais eux, entre la société et ce qu'on leur demande d'être en famille, en ayant une éducation un peu féministe, et ben ils ont du mal à s'y retrouver. C'est pour ça que c'est important, je trouve, d'avoir des dessins animés qui montrent des petits garçons, qui montrent des modèles. Et en fait, on est dans une société post-MeToo où on a appris ce dont on voulait plus et ce qu'on voulait déconstruire, mais on nous a pas non plus beaucoup proposé. Alors pour les ados, si plus, je pense à Sex Education, en fait, il y a plein de séries comme ça là-dessus, mais c'est vrai que sur les enfants, il n'y a pas trop, et moi je suis persuadée que si je suis devenue activiste et badass, c'est aussi parce que quand j'étais petite, j'ai vu Sailor Moon, et j'ai vu les Spice Girls, enfin en fait, j'ai eu depuis que je suis petite cette image-là de femmes que je voulais être, qui étaient des super héroïnes et qui faisaient des trucs trop cool. Mais là, il y a beaucoup de super héroïnes, il y a beaucoup de trucs girl power. Voilà. Et justement, les petits garçons, sont un peu frustrés. Ils ont soit les Superman et les Batman et tout, mais ils ont pas. Il y a très peu de modèles justement de petits garçons en empathie. Voilà, c'est ça, c'est empathique et super et et aussi d'amitié garçon-fille, hein, tout simplement, c'est très peu, mais du coup c'est clair qu'il y a un écrivez des livres et faites des dessins animés pour les enfants. Ben justement, pour le coup, moi j'ai un petit garçon aussi, et moi je voulais un garçon. Alors justement, à la réflexion, je me dis pourquoi je voulais un garçon, parce que j'avais peur que pour ma fille ce soit compliqué dans ce monde, et je voulais un petit garçon. Donc déjà on voit qu'il y a quelque chose. Et alors moi, mon fils est persuadé que le monde est fait pour les femmes. Aujourd'hui, de son jeune âge, voilà, il comprend pas pourquoi il y a une journée pour les femmes, pourquoi il y a la journée de la femme et pas la journée des hommes. Donc voilà. Donc voilà, moi mon petit garçon me pose ce genre de questions, et c'est vrai que je pense que autant c'est très bien effectivement qu'on encourage les filles aujourd'hui à faire du foot, à être badass, à s'exprimer, à exister dans la sphère publique, mais il faut pas monter, en fait, il faut être vigilant de pas monter finalement, il faut un équilibre, totalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les petits garçons aussi se posent la question de est-ce que j'ai le droit d'exister, est-ce que j'ai le droit d'être un petit garçon, est-ce que j'ai le droit d'aimer les trucs de garçon, est-ce que j'ai le droit de... Il y a d'autres questions aussi qui arrivent, et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve l'équilibre et qu'on encourage chacun
à être ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce que voilà. Parce qu'il y a le modèle social et il y a la scolarité en famille, voilà, et ça revient quand même. Oui, moi aussi, j'ai l'impression de vivre dans un monde qu'il n'y en a que pour les filles, tout le temps. Oui, ce qui est quand même incroyable dans cette discussion où on parle des luttes contre les femmes, c'est que nous, femmes, on s'inquiète des hommes. Toujours. On s'inquiète de nos enfants. Non, mais en fait, c'est la question de Et c'est on s'inquiète des autres aussi, toujours parce qu'on nous éduque à nous inquiéter des autres. Voilà. Ben voilà, peut-être qu'il faut. Mais c'est pour ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose, des petits garçons qui se demandent si c'est des garçons bien. Peut-être que c'est une bonne chose. Et moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu étais en train d'expliquer, Émilie, par rapport au fait que je sais plus très bien le reformuler, mais le fait que la société est plus forte que l'influence de la société. Et du coup, je fais juste un lien par rapport à un stéréotype sur les contextes de violence conjugale, de contrôle conjugal. En fait, on a tendance souvent à expliquer l'origine de cette violence par un historique dans l'enfance et dans la famille marqué par les violences. Et en fait, c'est aussi un stéréotype. Je dis pas qu'il n'y a pas énormément en fait de conjoints agresseurs ou de victimes qui reproduisent entre guillemets des choses qu'elles ont vécues dans l'enfance, mais je pense qu'en fait c'est une explication qui est vraiment façonnée par imprégnée par les travails des psychologues et du coup individuels, mais en fait on oublie de dire qu'en fait il y a énormément d'enfants qui ont grandi dans des contextes violents ou qui ont été marqués par la violence sans jamais le reproduire, que ce soit du côté des auteurs, des agresseurs ou du côté des victimes. Et du coup je pense que c'est important de le dire d'un point de vue individuel pour dire en fait qu'on n'est pas esclave de son histoire et que en fait c'est aussi ça le travail de responsabilisation, c'est d'arrêter en fait de tout expliquer par l'enfance, même si évidemment il faut questionner, etc. Donc voilà, et aussi que quand on est dans cette situation, de se dire ça va, de lever le risque en se disant ça va, j'ai jamais vécu ça, enfin en gros de se croire immunisé si on n'a pas été confronté à ça, enfin si on a eu la chance de ne pas être confronté à ça dans l'enfance. Voilà. Et je veux juste ajouter que je pense dans les solutions aussi, moi c'était une question que je me posais vraiment et que j'avais posée à Caroline Dehaas dans le cadre d'une série de vidéos que je faisais avec l'association Safe Place que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram de Clit Révolution, qu'est-ce qu'on fait en fait quand des personnes quand on apprend que nos proches ont des comportements violents. Et en fait ça c'est un truc qu'on n'a pas adressé, c'est-à-dire qu'en fait on commence à connaître les démarches pour les victimes, on peut porter plainte, on peut en parler aux associations, etc. Mais il y a cette question-là de qu'est-ce qu'on fait des auteurs en tant que, non pas société, mais en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que mère. Et c'était hyper intéressant ce qu'elle disait, puisque c'est une réponse qui pourrait un peu faire hérisser les poils de certaines personnes, mais moi je suis plutôt d'accord avec elle, c'est qu'elle disait qu'en fait on peut pas les fermer du monde. Enfin, en fait, l'empathie elle est aussi importante. Je parle pas du tout pour les victimes, je parle pour les proches des auteurs, c'est-à-dire d'essayer de prendre le temps de converser, de faire prendre conscience à la personne de ce qu'elle a fait et de sa responsabilité, d'essayer de mettre en place un cadre, c'est-à-dire d'essayer d'aller rediriger cette personne-là vers des psys, des thérapies, vers un espace dans lequel en fait cette personne-là peut se remettre en question, réfléchir à ses actes et potentiellement faire une réparation. Et je pense qu'en ça, c'est hyper intéressant aussi comment ça s'appelle, la justice. Oui, ça typiquement, j'ai l'impression qu'il y a peu d'espaces comme ça en France et que en fait c'est des choses qui sont intéressantes de se dire. En fait, ce serait intéressant de. Enfin, moi, vraiment, la question qui me hante et à laquelle tu as répondu en partie dans ton livre, c'était vraiment de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et c'est vrai que c'est dur de comprendre, mais que ça soit des violences racistes, sexistes, etc., en fait, vraiment, parfois, il y a un bug je comprends pas pourquoi ils font ça. Et je pense que c'est important aussi de se dire qu'on devrait avoir peut-être plus de contenu pour accompagner les familles et les proches des personnes violentes et qu'on sache en fait quoi faire face à ça, parce que généralement il y a aussi une forme d'impuissance où on le sait mais on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les auteurs de victimes. Je dis pas ça les auteurs de violence, vous avez compris ce que je veux dire. Je dis pas ça dans le sens de
les pauvres petits choux, mais je dis ça dans le sens de, en fait, au bout d'un moment, il faut un accompagnement. Enfin, ces personnes-là sont là, donc il faut faire quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Le micro? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, merci pour cette conférence, parce que moi, en fait, je suis membre d'une église, en fait, ici à Argenteuil, dans l'église évangélique baptiste, et je suis, en fait, référente dans l'église contre les violences faites aux femmes. Parce qu'au sein des églises aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, les violences conjugales concernent toutes les couches de la société, et elles peuvent aussi être dans les églises. Donc nous, au sein des églises évangéliques, on a pris conscience que les violences conjugales peuvent être également dans les églises. Et donc, dans chaque église, on a commencé en fait le processus d'avoir une référente, donc organiser même des journées de sensibilisation, des cultes avec, je sais pas si vous connaissez l'association Une place pour elle. Donc, où en fait, dans un culte, on va mettre une chaise en évidence avec une banderole, une place pour elle, pour toutes les femmes qui auraient pu être là, mais qui ne sont pas là parce qu'elles sont victimes de féminicide. Donc pour que les personnes se rendent compte en fait que les violences peuvent être partout. Et sachant que dans les milieux religieux, c'est souvent aussi des milieux où on a l'impression que le pardon est quelque chose qui doit être omni. Donc on doit tout pardonner, on doit s'aimer. Donc même même les personnes qui nos bourreaux finalement, et donc on doit peut-être justifier aussi ces personnes-là. Donc du coup nous on est là vraiment pour se dire aux personnes victimes de violences non, c'est pas normal, Dieu ne l'accepte pas, donc quelle que soit la religion que vous pratiquez, non, personne n'a le droit de vous toucher, de s'en prendre à vous, que ce soit physiquement, moralement que psychologiquement. Donc, du coup, moi, n'étant pas très formée, bon, j'ai fait une formation, j'ai fait quelques formations. Donc, du coup, je me posais beaucoup de questions sur la ville d'Argenteuil, ce qui est fait, ce qui est apporté et tout. Et donc, je suis vraiment très contente d'être là. J'étais très enthousiaste dans tout ce qu'on disait. J'ai essayé de noter. Et je me dis, on touche du bois, hein, pour ne pas être confronté à cette question, mais quand on sait que dans le monde, une femme sur trois est victime de violences, je sais pas si on doit dire conjugales, on se dit, donc c'est réel. Donc si c'est pas moi, c'est ma voisine, ou c'est toujours quelqu'un que je connais, donc forcément quelqu'un que je croise dans la rue, quelqu'un que je croise partout, est forcément une personne victime ou une personne qui est en lien avec une personne victime. Ouais. Donc, comment les accompagner? Donc, j'ai eu beaucoup de réponses à travers vos interventions, ce qui était fait sur les associations qui existaient. Donc, j'ai lu depuis pour pouvoir au moins être cette oreille qui écoute là, mais aussi cette main qui peut accompagner les personnes et leur dire tu n'es pas seul, et il y a des associations qui existent dans la ville et qui peuvent t'accompagner. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. En plus, c'est vrai que la question de la religion, on l'a pas abordée. Et clairement, dans notre structure, la Maison des Femmes, la religion est très présente. Et parfois, elle est largement au-dessus du cadre légal, tout simplement. C'est quelque chose qu'on prend en compte dans notre accompagnement, puisqu'on peut pas, on n'est pas là pour mettre la pression aux gens. On va à leur rythme. La religion est très présente. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, dans la culture religieuse ou la culture, les cultures classiques, il y a souvent ce conseil un peu, il faut pardonner, une vie de couple c'est difficile. Oui, les hommes ils sont comme si, patience. C'est le mot, vraiment, moi je ne peux plus entendre ce mot. Patience, prends sur toi, c'est pas grave, pardonne, avance. Et effectivement, le cadre religieux est très présent, et pour le public qu'on accompagne, c'est vraiment un fait, c'est une réalité. Très souvent, elle s'inquiète de l'après. Qu'est-ce qu'on va penser dans ma communauté? Qu'est-ce que va penser mon créateur? Merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté cet éclairage, et merci pour ce que vous faites. Merci, et j'ajoute juste que c'est vrai que dans l'église, je dis l'église... il y a aussi une forte pression de la communauté, justement, et une forte question du silence. On l'a vu, parce que là vous avez parlé de violence sur les femmes, mais il y a aussi un vrai problème de violence sur les enfants. Et on le voit qu'en fait, c'est dans le film Spotlight, je sais pas si vous l'avez vu, c'est ce film sur l'équipe d'enquêteurs qui, au sein
d'un journal de Boston a fait éclore, a montré en fait qu'il y avait tous ces systèmes-là de prêtres pédocriminels qui étaient en fait qui passaient d'une église à une autre, etc. Et qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que non seulement il y a ces prêtres-là qui ont commis des actes sur des centaines d'enfants, mais par ailleurs, qu'en fait, à chaque fois que ça a été signalé, l'affaire a été tue. Et qu'en fait, dedans, il y a plein de mailles du filet, c'est-à-dire que c'est aussi bien quand la famille parle, c'est d'autres membres de la communauté qui vont demander le silence, sinon ça va être des avocats, des machins, et en fait, il y a toute cette pression-là de garder justement une bonne image de la communauté, alors que la bonne image de la communauté, justement, pour moi, c'est plus d'avoir des personnes comme vous, c'est-à-dire de dire, en fait, ces actes-là ne sont pas excusables, et nous, on est là pour vous entendre, pour vous croire et pour vous protéger. Et en fait, une communauté, c'est pas un club dans lequel on protège les agresseurs les uns les autres. C'est en fait les personnes violentes n'ont rien à faire en fait dans ces espaces-là, et encore moins quand il s'agit de prêtres qui ont des comportements illégaux. En fait, il n'est pas question de garder ces gens-là dans la communauté, et du coup, je trouve ça bien d'avoir des personnes qui, je pense que ça envoie aussi un message de dire, on est là pour vous écouter, on vous croit, on sait que ça existe dans notre communauté parce que ça existe partout. Et qu'il n'y a pas de raison, en fait. Il y a eu un peu ça pendant MeToo. On disait, c'est le MeToo, ça a commencé dans le cinéma. Après, il y avait MeToo théâtre. Après, il y avait MeToo animation, MeToo. Mais en fait, c'est normal, puisqu'en fait, les violences, elles sont partout, dans tous les milieux, toutes les religions, et du coup, c'est important aussi de reconnaître que, elles sont aussi dans nos familles, dans nos écoles, dans nos institutions. En fait, elles sont partout. Je suis d'accord. Merci. Et merci aussi pour votre témoignage. J'ai trouvé ça hyper intéressant à entendre. Et c'est vraiment très précis la question du pardon. En fait, on ne peut pas demander à une victime. Il y a presque en fait un réflexe dans la société de vouloir extorquer le pardon aux victimes, ce qui en fait est inimaginable. Par contre, en fait, je pense qu'on peut être victime et se réparer et décider qu'on pardonnera pas. Et en fait, ça nous appartient. Et d'ailleurs, en fait, dans le mot pardon, en fait, je pense qu'on met tous plein de choses différentes. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui appartient à chacun et chacune. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut obtenir, c'est les excuses. Et je voulais juste poser une question. Je voulais vous demander, du coup, ce poste-là de référente d'écoute de violence, est-ce que c'est quelque chose... c'est l'initiative de qui ? En fait, c'est l'initiative de toute la Fédération des Églises protestantes de France. Okay. C'est donc suivi autour Mais de... c'est les fidèles qui ont fait cette demande-là, ou ça vient des dirigeants, ou ça... parce que c'est pas vraiment... oui, en fait, il faut que je redemande, mais je sais qu'il y a eu le Grenelle, suite au Grenelle, vraiment, il y a eu toute une commission, en fait, dans toutes les églises évangéliques qui s'est réunie pour aborder la question des violences... oui, et sachant que les bourreaux, comme on disait tantôt, c'est le bon lieu pour les bourreaux, en fait. Pour les pervers narcissiques, pour les bourreaux, parce que ce sont des personnes qui vont... Oui, ils vont... parce que malheureusement, on a aussi des personnes qui sont très vulnérables, qui sont très... qui vont croire finalement de façon assez... sans utiliser peut-être la raison aussi, parce qu'il est important quand même du libre arbitre, de la raison. Donc du coup, pour ces bourreaux-là, c'est le bon lieu de récupérer... C'est un lieu pour pratiquer l'emprise. Et c'est un lieu en plus qui est... c'est un peu c'est des cultes qui sont généralement gérés par des hommes, en fait, et du coup qui manipulent aussi un peu dans le sens qui les arrange eux. Ça reste des institutions généralement patriarcales, et je trouve ça extrêmement important justement que ça reste pas le prétexte de dire en fait on va faire comme on a toujours fait avant, et ça j'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus, y compris je pense à des rabbins justement qui vont lutter aussi pour avoir le droit de prier au même endroit sur le mur des lamentations que les hommes. En fait, c'est aussi ces questions-là qui sont intéressantes de voir que dans chaque lieu du culte, il y a des femmes et des hommes qui luttent à justement favoriser une égalité des genres et s'adapter un petit peu. Ouais, tout à fait. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une charte. On a une charte où, en tant qu'église, on dit, nous, on est contre les violences faites aux femmes. On le dit avec les mots vraiment, on entend fort
voilà, si vous êtes victime de violence, voilà, donc moi je suis la référente au sein de l'église, vous pouvez vous rapprocher de tel et tout qui vous aidera, qui vous accompagnera. Nous sommes là pour écouter, mais nous disons non. Non, de façon claire, on dit non, nous sommes contre les violences faites aux femmes. Les formations, nous toutes, devraient vous plaire si vous les avez pas déjà faites. Elles ont vraiment plein de formations super en ligne, je suis très gratuitement. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je voulais juste partager un film, le film Barbie. Ah oui, Barbie, je l'ai pas encore vu. Non, c'était juste pour dire que le film Barbie il montre bien que les hommes se sentent dans une société de femmes. Et donc, ça a fait hyper polémique, hein, le film Barbie. Mais il a du été coup, censuré dans certains pays. Bah ouais. Oui, Et je comprends mieux pourquoi. Et en fait, je l'ai regardé parce que ça a été censuré dans certains pays du Maghreb, notamment. Et ça m'intéressait de pourquoi, parce qu'à la base, Barbie, c'est pas mon truc. Et finalement, j'ai compris pourquoi. Parce qu'on montre une société gérée par des femmes, pour des femmes, etc. Et le problème ce que ressentent les hommes, justement, face à une société gérée par des femmes, pour des femmes, etc. Et donc, ça bascule, une fois que la prise de conscience est vécue par les femmes, vers une espèce d'égalité. Et c'est vachement chouette à regarder. Moi, je sais que j'ai fait regarder ce film à mes enfants. Et après, on a pu en discuter. Et mon fils, il était un petit peu comme ça. Oui, mais on défend les femmes, etc. Mais nous... C'est quel film? Mais c'est la Barbie. Ah oui, du coup, là, c'était... Cela dit, comme on parle d'hommes, encore une fois, et de violence, il y a aussi un autre tabou qui va devoir tomber, c'est la question des hommes victimes de violences conjugales et machistes, que ça soit dans leur enfance ou dans leur âge adulte, parce que oui, ça existe. Et la question aussi des violences lesbiennes, c'est-à-dire en fait, et homosexuelles, c'est-à-dire en fait, les femmes hétérosexuelles sont certes les principales visées par les violences conjugales, mais il y a aussi ce problème-là d'invisibilisation, d'une certaine manière, des violences commises sur... alors, celle dont on entend le plus, c'est les petits garçons, et encore... il y a un vrai problème dans l'écoute des enfants victimes de violences, mais il y a aussi cette question-là de, en fait, bien comprendre, évidemment, qu'en fait, c'est des choses qui se passent également dans les milieux queer, dans les milieux LGBT, et du coup, le problème, c'est pas tant... Enfin, c'est le patriarcat, mais c'est aussi les formes de domination, c'est l'intégration de la violence dans nos modèles de couple, et les rapports de force qui sont mis en place entre les adultes et les enfants, mais aussi entre les deux personnes d'un même couple, quand même, c'est pas un couple traditionnel, disons. Bon, on est sur des questions qui sont vraiment passionnantes, on pourrait y passer encore énormément de temps. Malheureusement, il va falloir clore. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller... notre libraire est là avec plein de livres sur le sujet. Et si vous le souhaitez, donc les livres de Lorraine et Elvire sont aussi disponibles. Vous pouvez les acheter, demander une petite dédicace. Voilà, je vous remercie encore tous d'être ici. Je vous rappelle que la journée n'est pas finie. Il y a encore plein de choses cet après-midi. Et toute la semaine prochaine, à la Maison des Femmes. Il y a la manif à 14h. Et si vous êtes, si vous ne pouvez pas rester là, allez à la manif cet après-midi. Encore merci à tous.